On parle souvent de l'hôpital public comme d'un gouffre financier, d'une machine trop lourde, trop administrative, trop coûteuse. C'est commode, cela évite de regarder ce qu'il est vraiment, le lieu où l'on va quand tout le reste ne suffit plus, quand la maladie est grave, quand la nuit tombe, quand il n'y a plus de place ailleurs. Mais cet hôpital fatigue, les soignants partent ou doutent, les lits ferment faute d'équipe, les patients attendent, les déficits se creusent et chacun sent bien qu'il ne suffit plus de dire « il faut sauver l'hôpital ». La vraie question est plus difficile, peut-on sauver l'hôpital public sans le transformer profondément? Nicolas Revel, bonjour. Bonjour. Vous défendez une réforme qui touche à l'attractivité des soignants, au financement, à la qualité, à la prévention, à la concentration de certains soins et à l'innovation. Mais avec Jean-François Berman, nous avons voulu vous poser une question plus simple. Comment passer d'un diagnostic que beaucoup partagent à des actes visibles pour les patients et les équipes? Merci pour l'invitation. Moi, je pense qu'on est déjà en acte, en réalité. Je vous le dis, ce travail, ces propositions que j'ai formulées, elles arrivent quelques années après que j'ai pris ces responsabilités à la tête de la PHP. Et depuis 4 ans, je pense que la PHP, comme les autres hôpitaux français d'ailleurs, ont évolué différemment du tableau que vous avez décrit d'un hôpital qui tombe en ruine, qui est en déficit, qui perd ses soignants et ses lits. Voilà. C'est un peu l'image qu'il a. Oui, c'est l'image, mais je pense que cette image elle doit être nuancée. Voilà. Je ne suis pas en train de dire, et on y viendra, qu'il n'y a pas beaucoup de tensions à l'hôpital, beaucoup de difficultés. Mais si on veut être lucide et regarder les évolutions depuis 4 ans, il y a eu, après le Covid, un énorme départ de soignants parce que le Covid est arrivé déjà sur un hôpital qui était très fragilisé jusqu'en 2020. Et le Covid a été une sacrée épreuve qui a ensuite donné à beaucoup de professionnels envie d'aller voir ailleurs. Bon. Et nous, à la PHP, on l'avait d'ailleurs partagé dans de précédentes émissions, entre jusqu'à ce qui a été le pire de la crise qu'on a atteint juste en mai-juin 2023, donc 2 années après la fin du Covid, nous, on a perdu par exemple 12% de nos professionnels infirmiers. Ça faisait 2200 professionnels en moins. Bon. On a fermé 1500 lits, faute de professionnels. Et on a en effet creusé très fortement le déficit pour des raisons liées à la crise et puis pour d'autres raisons liées à l'inflation et aux mesures salariales. Bon. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a retrouvé à 200 près tous nos effectifs infirmiers. On a réduit le taux de départ des professionnels de 30%. On a rouvert 1000 des 1500 lits, sachant que les 500 autres, c'est aussi du développement d'activités ambulatoires qui, quelque part, viennent se substituer à des lits qu'on rouvrira probablement pas tous. Bon. Et on est, depuis maintenant 2025, sur une réduction du déficit assez nette et qu'on pense prolonger en 2026. Donc je ne suis juste pas en train de dire que tout va bien. Si, vous êtes en train de le dire. Non, je dis que on peut pas. Je pense qu'on perd en qualité d'analyse si on s'enferme dans une vision complètement caricaturale. Le vrai sujet, pour moi, c'est que on est. La vraie question que je me pose, et d'ailleurs c'est le sens du papier que j'ai écrit récemment, c'est que je pense que la question de la capacité de l'hôpital à pouvoir tenir dans la durée, à pouvoir rester dans cette dynamique où on continue de créer des emplois. À la paix, on rajoute à peu près 1 millier d'emplois supplémentaires chaque année pour développer de l'activité. Bon. Ça suppose un certain nombre d'évolutions, un cadre économique, des éléments d'attractivité et de fidélisation, une certaine organisation de l'offre de soins, et c'est là-dessus, je pense, qu'on a beaucoup de travail devant nous. Mais dire qu'on a beaucoup de travail devant nous, avec par ailleurs au quotidien plein de tensions, ne doit pas conduire à installer l'idée que l'hôpital aujourd'hui serait dans une situation apocalyptique, parce que c'est, je pense, pas vrai. C'est plus compliqué que ça. Pas vrai, mais c'est forcément pas faux que l'hôpital va pas si bien que ça quand même. Il suffit d'écouter les témoignages, les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas envie d'un peu de challenger un peu? Très bien. Mon challenge, il se fait sur le qualitatif. Tous ces chiffres sont vrais et tout le monde est d'accord pour dire que le travail de Nicolas Revel est exemplaire. C'est vrai que la paix a beaucoup bénéficié de votre travail, de votre écoute, de vos décisions. Rien à dire. Mais moi, je prépare cette émission artisanalement en retournant discutailler avec mes copains, mes copines.
Et ce n'est pas du quantitatif. C'est vrai qu'elles disent que elles, parce que quand je parle aux infirmières, c'est plus souvent une profession féminine, mais ils disent en général que le problème n'est plus dans les effectifs, le problème est beaucoup plus dans la répartition du travail au sein des effectifs. Ce que j'ai entendu et réentendu, c'est cette notion d'équité. Celles qui bossent beaucoup, elles en peuvent plus de voir certaines de leurs collègues, pardon de ces mots un peu brutaux que j'ai entendus, il y en a qui foutent rien, quoi. Mais je peux me permettre, il se trouve que, parce que le quantitatif, les effectifs, les lits, ça ne suffit pas. Depuis que je suis à l'AP, j'ai réintroduit un baromètre, qui est en gros un questionnaire assez long, d'une 50aine de questions, qui est adressé à tous les professionnels de l'AP une fois par an. On a maintenant plus de 40 000, 40% de taux de réponse, 40 000 répondants, avec un taux qui progresse légèrement chaque année. On a, et quelque part, vous voyez, c'est intéressant parce que elles vous disent, le baromètre le dit. C'est que ce baromètre, moi je ne le publie pas à l'extérieur, j'en fais juste un instrument de communication, enfin, de travail interne, parce que ça permet de repérer ce qui va et ce qui ne va pas. Et les tendances. Les tendances à l'échelle de l'AP, mais surtout à l'échelle de tel site, tel service, tel métier, telle profession. J'en fais vraiment un outil, un instrument, et donc j'ai toujours refusé de communiquer à l'extérieur. J'aurais pu, parce que depuis, on est à la 3e édition, que les tendances globales sont plutôt très favorables sur beaucoup de choses, y compris la charge de travail, le soutien, l'autonomie. Enfin, il y a plein de choses qui s'améliorent, mais pas le sentiment d'équité dans la répartition de la charge de travail. Et ce point-là que vous décrivez, c'est probablement aujourd'hui, sur tous les sujets, celui qui clignote le plus fortement. C'est compliqué à attraper, parce que c'est vraiment quelque chose qui se joue dans l'animation d'une équipe par un cadre, au sein d'une équipe paramédicale. Et donc, c'est certainement quelque chose sur lequel il faut travailler plus en profondeur. Le directeur de l'AP peut, honnêtement, parfois être un peu désarmé quand il s'agit de savoir comment les plannings se jouent entre les uns et les autres, la capacité des uns à faire plus que les autres, c'est pas le plus simple à attraper. On va revenir en détail. Mais vous aurez toujours une infirmière de consultation qui reçoit des malades pour les envoyer devant le box numéro 2, et puis des infirmières aux urgences qui voient affluer des malades. Et alors les jeunes sont dans ces postes les plus durs. En vieillissant, on prend les postes plus cool, où on a tous ces week-ends. C'est très difficile. Alors, soit on les paye différemment, ça me paraît difficile, soit on fait des roulements de poste, ça paraît encore plus difficile. Je ne vois pas comment... Ou alors, on supprime les infirmières de consultation qui pourraient être remplacées par... de l'IA. Par des robots? Non, parce que moi je pense qu'on a besoin d'avoir, sur le métier infirmier, des vrais parcours professionnels. Je pense que si on veut garder des infirmières à l'hôpital, on ne peut pas leur dire qu'elles seront toute leur vie professionnelle des infirmières de soins, et que donc pouvoir à un moment donné un peu se spécialiser, pouvoir ne pas être uniquement au lit du malade, mais pouvoir évoluer vers d'autres fonctions, c'est aussi une manière de garder des professionnels dans la durée. Donc moi je ne supprimerai certainement pas ces évolutions professionnelles. Votre réflexion part quand même d'un paradoxe. La santé, c'est une des premières préoccupations des Français, on le sait tous, mais elle devient rarement un grand débat démocratique. Pourquoi l'hôpital public inquiète-t-il autant sans devenir un vrai sujet politique? Je pense que le sujet, ce que je dis là, qui est parfaitement exact, la santé est depuis très très longtemps dans le top 3 des préoccupations des Français. Tout le monde voit que le système de santé quand même rencontre de vraies difficultés et que les tensions à venir vont être beaucoup plus fortes parce qu'on va avoir beaucoup plus de malades à soigner, et que la question de savoir comment on y répond, à la fois en nombre de médecins, de soignants, de capacité à prendre en charge tout le monde, et puis sur des sujets économiques, on n'arrive pas bien aujourd'hui à trouver des solutions complètement pour répondre à ces questions. Bon, et bizarrement, alors que c'est un sujet quand même très prioritaire pour tout le monde, il ne trouve pas sa juste place dans le débat politique. Mais c'est pas que l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que apporter des réponses sur des sujets de santé ne se résume pas à une mesure choc, ne se résume jamais à des choses qui vont avoir un impact souvent à très court terme. Et donc il faut pouvoir à un moment donné assumer de travailler avec plein d'actions qui vont devoir se conjuguer sur comment on forme, comment on travaille sur les conditions de travail, comment on peut investir, comment on organise des parcours entre la ville et l'hôpital, comment on fait en sorte qu'on revoit la manière dont les hôpitaux fonctionnent, parce qu'on a beaucoup d'hôpitaux en France, et donc comment on fait en sorte que
on accompagne un peu plus de concentration de l'expertise médicale, mais sans délaisser les territoires et la proximité. Tout ça, c'est super compliqué. C'est un sujet trop difficile pour l'amateurisme de notre classe politique. Non, c'est pas ça, mais je pense que ce sont des sujets, et pardon, puisque je m'adresse ici aussi à un journaliste, je pense qu'aujourd'hui, le débat politique, il ne supporte pas, en fait, des réponses qui font plus de 2 minutes 30. Voilà. Et il ne supporte pas... C'est bien pour ça que notre émission va faire 40 minutes. Et il ne supporte pas des actions dont les effets vont se sentir seulement dans X mois ou X années. Et aujourd'hui, les politiques, quand ils voient un sujet qui est aussi l'objet de difficultés, les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne trouvent pas des médecins près de chez eux, etc., eh ben, je pense qu'ils préfèrent le mettre à l'écart. Et donc, oui, comme par hasard, la santé... Parce que c'est le manque de courage. La santé n'est jamais dans les grands sujets. Et vous ne trouvez pas que c'est uniquement par manque de courage? Parce qu'il faut dire aux gens un certain nombre de choses qui ne sont pas agréables à entendre. Je pense qu'il y a une partie, oui, de manque de courage. Parce que quand on voit, par exemple, les députés, récemment encore, voter un moratoire sur la fermeture de toute maternité dans ce pays, comme si c'était les petites maternités, ou les fermetures de maternité, qu'on ne ferme plus d'ailleurs, qui étaient responsables du rebond de la mortalité infantile, c'est un raccourci qui est inexact. Et donc on voit bien que ces questions-là de l'organisation des soins dans les territoires, c'est une question complexe. Je vais vous faire des questions courtes que Jean-François Berman essaiera de commenter. L'hôpital public est en crise parce qu'il coûte trop cher ou parce qu'on lui a trop demandé l'impossible? Et en fait, je dis que l'hôpital aujourd'hui n'est pas aussi en crise que vous le dites. Il a toujours été en tension. Toute sa vie, l'hôpital a été en tension. C'est pas ma question. Je me demande, est-ce qu'il coûte trop cher? Non, il ne coûte pas trop cher. Voilà. La santé, d'ailleurs, en France, ne coûte pas trop cher. Quand vous regardez la dépense de santé des Français par habitant, on est exactement dans la moyenne européenne. Voilà. Et donc, ça n'est pas vrai que nous dépensons trop pour la santé. Alors, il est en crise. Le vrai sujet, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de monde à soigner. On lui demande l'impossible. Et donc, comment on va faire en sorte pour faire face à cette augmentation des besoins de santé en maintenant un système solidaire? Moi, j'ai toujours dit, et je me suis fait critiquer par mes collègues, que c'était pas un problème du nombre de lits, c'était un problème de lits aux bons endroits, et puis surtout des lits adaptés aux besoins. Et je reviens sur cet éternel problème de la charge de travail, de ces ratios dont on parle éternellement, de dire combien d'infirmières et d'aides-soignants ou de médecins dans un service d'orthopédie pédiatrique, dans une réanimation ou dans un service de génétique. On le sait, ça. Mais c'est... Pardon ? On le sait, ça. Mais aujourd'hui, alors d'une part, on a géré une histoire avec des bastions historiquement bien lotis et que c'est très difficile d'aller chez le professeur Schmoll en lui disant « bah non, on va vous enlever des infirmières ». Je ne sais pas si vous y arrivez ou si vous y attaquez, mais c'est parfois très difficile. C'est des gens difficiles, hein, les professeurs. Je fais confiance à Nicolas Revel pour s'attaquer à tous ces gens. Mais alors, la T2A, on discute beaucoup de son intérêt, la tarification de l'activité. Est-ce qu'on pourrait pas, pardon d'être simpliste, dire, bah voilà, si on imaginait des points, bah, il y a un service qui génère 10 000 points de TVA, on lui donne 10 infirmières, un service qui génère 18 000 points, on lui donne 18 infirmières, et un service qui génère 3 000 points, on lui donne 3 infirmières. Moi, moi, je ne théorise pas le fait qu'il faille supprimer des infirmières à l'hôpital. Supprimer, non, mais les déplacer. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on va essayer de faire des économies pour renflouer l'hôpital en réduisant des emplois soignants. En tout cas, c'est pas du tout ce que je porte et ce que je fais. On pourrait se dire, à l'inverse, ça serait mieux de pouvoir avoir plus de monde et renforcer un peu partout pour que les ratios soient améliorés. Objectivement, aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens. Voilà. Si nous devions le faire, on aurait des charges supplémentaires sans recette en face. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans l'incapacité de le faire. Ça, c'est un... Est-ce que la loi qui a été votée va nous aider à régler cette question-là, puisque une loi a été votée pour dire qu'il y aura dorénavant des ratios qui vont être nombre de malades par infirmière ou d'infirmières par malade qui vont être fixés par des décrets en fonction des spécialités. Moi, je suis très prudent là-dessus, parce que je pense que cette évaluation de la charge de travail et donc du bon nombre de soignants, il est extrêmement variable. Pas uniquement d'une spécialité à l'autre, ça c'est évident, mais même au sein d'une spécialité. Oui. Et même au sein, entre deux bâtiments différents, c'est pas la même chose. Et selon que l'équipe est senior ou très jeune, c'est pas la même chose. Et donc je pense qu'on n'arrivera jamais à... Moi j'ai quelque part un juge de paix
qui vaut ce qu'il vaut et qui n'est absolument pas... c'est d'abord, évidemment, on ajuste quand il y a des lits fermés durablement, on peut discuter des effectifs parce qu'il y a ailleurs peut-être des besoins, mais surtout, moi, ce que je regarde, parce que ça a été ça, finalement, la punition qu'on a eue après le Covid, c'est est-ce que les gens partent ? Est-ce que les infirmières, en gros, partent en disant « il y a trop de boulot, c'est insupportable, c'est ce qui s'est passé. On se barre ». Et moi, je suis très attentif, chaque fois que j'ai des départs dans une équipe, à dire « expliquez-moi pourquoi il y a autant de départs dans cette équipe ». Il y a du turnover dans les équipes. Mais quand je vois à un moment donné une concentration de départ, chaque fois, j'ai un système d'alerte et je dis « expliquez-moi ce qui se passe ». Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème de charge ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème d'entente au sein du service ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a un hasard qui fait qu'il y a des départs au même moment ? Et quand je vois qu'il y a à un moment donné, en effet, un sentiment qu'il y a un sujet de charge, et bien là, moi, je ne me résigne pas à ce qu'on ait une équipe qui se fragile, parce que ça fait boule de neige. Vous nous avez expliqué que les gens partent moins, qu'ils reviennent. Ouais, mais il peut y avoir ici, à un tel endroit, on voit à un moment donné, moi j'ai des exemples très précis. Et alors, à un moment donné, non, mais ça va dépendre de chaque fois. Ça va dépendre de chaque fois. C'est quoi les raisons des clusters de départ ? C'est quand même beaucoup... Pour être très clair, quand ça n'est pas une coïncidence, parce que des histoires personnelles font qu'il y a plusieurs départs au même moment, on a quand même parfois un sujet de charge, beaucoup des sujets de climat. Oui. Beaucoup des sujets de climat. Un lit qui ferme, c'est jamais un problème immobilier, c'est toujours un problème de personnel. Oui. Enfin, il peut y avoir un sujet parce que vous avez une rocade et que vous avez besoin de faire des travaux. Oui, non, mais... Que donc, ponctuellement, vous allez être obligé de fermer quelques lits, mais ça dure quelques mois. Vous avez revalorisé les salaires avec le Ségur. Ça, c'est national. Ouais, mais ça n'a pas suffi. Je pense qu'on ne l'aurait pas fait, ça aurait été une catastrophe. Oui, moi, j'ai jamais entendu une infirmière de la PHP partir à cause du salaire. Elle part pour les conditions de travail, dont le salaire est un des événements. Demande du temps pour mieux faire leur métier, pas une question d'argent. Du temps, de la considération, des relations avec les collègues qui sont agréables, et passer plus de temps avec le patient. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez systématique. Moins d'écran, plus de patients. Mais c'est pour ça que je pense que cette question du temps, d'ailleurs, dans ce papier de Terra Nova qui me vaut cette invitation aujourd'hui, je mets en premier item la question du temps. Et donc le temps pour être auprès du soignant, le temps pour travailler au sein d'une équipe, faire des projets, se former, ce sujet du temps est important. Et c'est pour ça que je dis, attention, ne touchons pas, ne remettons pas sur la table la question de la productivité soignante. Je pense que ce serait une erreur, un retour en arrière. Voilà. L'État fabrique-t-il une partie du déficit hospitalier quand il décide des mesures nationales sans les compenser totalement ? La réponse est factuellement oui, mais c'est par tout ça. En fait, il ne faut pas avoir le sentiment que l'État a fait exprès et a voulu aggraver le déficit hospitalier. D'abord, l'État, je pense, a eu raison de prendre des mesures de revalorisation salariale. Premier point. Deuxième point, et c'est un des sujets qu'on a, c'est que l'État a inscrit dans l'ONDAM une compensation économique qui était calibrée pour couvrir 100% du coût de ces mesures. La difficulté, c'est que les modalités par lesquelles ces compensations ont été distribuées et réparties ont fait que, d'ailleurs l'IGAS l'a indiqué, il y a eu une déperdition. Voilà. Il chiffrait 1,6 milliard, ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Bon, je pense que maintenant, on en a fait le constat. Il n'est discuté par personne. La question est de savoir s'il y aura un rattrapage ou pas. Pour l'instant, honnêtement, à court terme, je ne le vois pas arriver, compte tenu de la situation des finances publiques. Donc il faut... Et d'ailleurs, l'AP y arrive, mais on y arrive si on nous autorise à développer de l'activité, dès lors qu'elle est médicalement justifiée. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc il faut nous autoriser à continuer à recruter, à pouvoir continuer à développer des activités, des lits, de l'hospitalisation de jour, mais plein. Quel type d'activité? On développe, on ouvre encore des lits, on doit encore rouvrir des lits qui sont aujourd'hui fermés. Ouais. Prenez à Robert Debré, j'ai un service d'hémato pédiatrique à Robert Debré qui a beaucoup de lits fermés. Pour moi, l'urgence, c'est alors que c'est une des gloires françaises. Parce que c'est un service difficile, non pas du tout parce que l'ambiance y serait mauvaise, c'est parce que c'est juste difficile de prendre des enfants en hémato et de travailler dans ce type de service. Mais par ailleurs, on voit bien qu'on a besoin, parce que les besoins de santé vont augmenter. On a de plus en plus de patients atteints de pathologies chroniques. On doit développer notamment des prises en charge ambulatoires. Et donc, on le fait dans plein de spécialités différentes. En diabéto, en cardio, en psy. On a un énorme problème de prise en charge de la santé mentale en France. Sujet
qui est en train d'exploser, pas uniquement pour les adultes, mais beaucoup pour les enfants et les adolescents. Donc on a bien sûr besoin de développer de l'offre de soins. Et quand vous développez l'offre de soins, vous arrivez quand même à réduire votre déficit. Et si ensuite vous embarquez votre communauté en disant on va essayer quand même, la T2A existe, de bien coder nos actes, on va essayer de bien tenir nos durées de séjour, d'essayer d'avoir des approvisionnements qui fait qu'on ne gâche pas ce qu'on achète, d'essayer de prescrire à bon escient des examens de biologie, d'imagerie, parce que les médecins eux-mêmes nous disent que parfois il y a des choses qui pourraient être évitées. Par petits bouts, vous arrivez quand même à améliorer la situation. Et c'est grâce à ça que, réduisant enfin maintenant depuis l'année 2025 le déficit, et on espère le faire encore en 26, on peut se dire continuons dans cette voie, et qui est de continuer à développer l'offre de soins, de recruter, et j'espère d'améliorer aussi les conditions de travail. Parce que si on ne veille pas aux conditions de travail, on n'arrivera pas à garder les gens. Alors, vous savez que vous êtes un de mes invités préférés, que vous avez toujours à me convaincre, mais vous allez encore me dire que l'hôpital n'est pas trop administratif. Quand vous êtes arrivé, vous aviez dit... Vous venez de l'administration, on comprend que vous défendiez les vôtres, mais la critique qu'on entend tout le temps, trop d'administrateurs à l'hôpital, et vous répondez toujours non. Je pense que c'est un sujet qui est comment on a besoin d'administratifs à l'hôpital, pardon. Moi, je pense qu'on a besoin de travailler avec les médecins. Les médecins sont des acteurs clés, comme les cadres de santé sont des acteurs clés. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'avoir des agents de direction ou des cadres administratifs pour faire tourner l'hôpital aussi. Bon, la question, c'est comment, à un moment donné, tout le monde travaille ensemble et arrive à se parler. Mais pardon, dire ça, si en gros de dire un hôpital qui est suradministré, c'est parce qu'en fait on me dit non et que je ne peux pas faire tout ce que je veux tous les jours quand je suis chef de service, ça dessine entre guillemets une vision de l'hôpital dont je ne pense pas qu'il soit complètement soutenable. Voilà. Parce que si on devait à un moment donné dire, les chefs de service, on va arrêter de les embêter, et en gros, ils recrutent qui ils veulent, ils font l'activité qu'ils veulent, ils occupent les lits s'ils veulent, à la fin des fins, ça s'appelle, si ça se passe mal, un naufrage économique. Voilà. Et donc, il faut trouver une manière de se parler, de pouvoir intégrer l'ensemble des objectifs, des contraintes, et une grosse boutique comme un hôpital a besoin de 3 règles. Et après, il faut juste réussir à ce qu'on arrive à faire un peu évoluer la culture qui est celle des uns et des autres pour faire en sorte que... Et d'ailleurs, on y arrive assez bien, d'ailleurs, qui est qu'on ne soit pas dans des confrontations. Parce que je l'ai dit dans Terra Nova, on peut parfois avoir le sentiment que les médecins voient les directeurs comme des empêcheurs de tourner en rond et que les directeurs voient les médecins comme des enfants gâtés. Bon, c'est caricatural ce que je dis, mais il y a un petit fond de vrai. Mais on progresse. Et moi, je vois quand même beaucoup de médecins et de directeurs qui fonctionnent super bien ensemble et travaillent parfaitement. Non, mais c'est vrai qu'il y a des possibilités de travailler très bien ensemble. Je pense pas que la plupart des médecins soient des enfants gâtés. Et si on leur laissait la bride lâche, ils ne feraient pas de folie et d'excès. Mais je voudrais rebondir sur un mot que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est celui de éducation et formation. Et puis vous avez dit, il faut qu'on fasse des nouveaux projets, etc. etc. Mais ces infirmières, ces médecins sont vos employés. Vous les payez et vous avez un devoir de surveiller leur travail pour pas que vous ayez des mauvais... Mais vous avez aussi un devoir dans cette amélioration qu'ils s'améliorent. Et derrière ça, je voudrais revenir sur un de mes sujets favoris, qui est la formation continue. Aujourd'hui, une infirmière, il y a 2 formations obligatoires qui sont impossibles d'échapper. C'est la sécurité incendie et la transfusion sanguine. 2 sujets dont tout le monde se tape absolument. Enfin, vous me direz, celui qui est pompier ou qui transfuse ne dirait pas la même chose. Mais alors que vous avez la possibilité de les former à des choses beaucoup plus... qu'elles attendent sur la relation au sein d'une équipe, sur la prise en charge de la douleur, sur la fin de vie. Et on leur fait sécurité incendie,
transfusion sanguine. Mais Jean-François, honnêtement, votre vision est, caricaturale. Non, mais caricaturale. Je veux dire, moi, c'est pour ça que je suis là. Je suis un fervent, convaincu, partisan de la formation pour les médecins, les jeunes médecins, comme pour les paramédicaux. Bon. Du coup, j'en ai tiré les conséquences. Bon. D'abord, nous, on a essayé de porter une dynamique, en s'appuyant d'ailleurs sur plein de choses formidables qui existent, qui est que la meilleure des formations, c'est celle qui se fait, pas tous les jours, mais très régulièrement au sein du service. Bon. Et moi, j'ai créé un label, un LAP, qui d'ailleurs marche super bien, parce que j'en suis à 250 services qui sont inscrits dans ce label, qui est service apprenant. C'est que j'encourage les services à se dire, on va structurer une politique où on va, toutes les semaines, tous les mois, il y a diverses modalités, prendre un petit temps, souvent à l'heure du déjeuner, parce que c'est là où les équipes se chevauchent, avec des médecins, avec les soignants, avec les cadres, pour traiter et avoir des temps de formation collectifs, ensemble, sur tous les sujets qu'on veut. Et là, moi, ils font rarement la sécurité incendie, je peux vous jurer. Hein. Et donc, c'est eux-mêmes qui décident sur quoi, où sont les enjeux, la douleur, des nouvelles prises en charge. Et c'est service par service, c'est au sein du service. C'est incroyablement puissant et d'ailleurs très apprécié quand ça se déploie. Je suis à 250 services qui s'engagent là-dedans. Beaucoup le faisant, en réalité, les premiers le faisaient de longue date, et ça crée un vrai effet. Ensuite, il y a payer des DU, qui sont des diplômes, des formations diplômantes universitaires, à davantage de monde. Et donc, on est en train de remonter les budgets qui permettent individuellement à un jeune médecin ou une jeune infirmière, ou moins jeune, peu importe, à pouvoir aller se former dans des formations continues qui existent. Moi, je remets de l'argent là-dessus. Donc, je suis à fond pour. Voilà. Aucun problème. Alors, aucun problème. Non, attends, on arrête sur la formation, parce qu'on pourrait y passer toute l'émission. C'est hyper important. Je pense que si on ne dit pas, si on se dit, je vais à l'hôpital, je vais faire toute ma vie la même chose, et j'aurai jamais vraiment d'accompagnement pour faire ce qu'on appelle se développer professionnellement, il ne faut pas s'étonner que les gens partent. Mais un PH qui prescrit mal, personne ne le verra, et personne ne l'obligera. Mais c'est à son chef de service peut-être un petit peu de regarder les PH. Oui. Tout ça, pardon. Et maintenant, on essaie de le faire. C'est que sur ces sujets de bonne prescription, il y a des instances qui existent, vous les connaissez, puisque vous en avez tire une balle dans le pied, et on essaie maintenant de travailler sur les prescriptions de produits de santé, de biologie. C'est les médecins qui font ça. Hein. Vous allez dire on essaie de s'améliorer. Vous allez dire que je suis monomaniaque, mais je reviens sur l'administration pléthorique. Il y a des choses qui ne montent pas, c'est les ratios et les chiffres. Et vous êtes toujours en train de dire, quand ça va bien, vous dites, on est au niveau de machin, de l'Allemagne, de ça. Pour le pourcentage d'administratifs dans l'hôpital, on est comment par rapport au reste de l'Europe ? En fait, ces chiffres-là, aujourd'hui, moi, j'en entends beaucoup parler, et d'ailleurs, je me demande si je ne l'avais pas déjà dit dans cette émission, donc je vais le redire avec grand plaisir, c'est des chiffres complètement bidonnés. Voilà. Il y a un chiffre qui circule... Comme les vôtres, alors. Qui dit que dans les hôpitaux français, il y aurait 38% d'administratifs. Et que ce serait incroyable, parce qu'en Allemagne, ce serait 28% en Allemagne, 38% en France. Ce à quoi je réponds, même 28% en Allemagne, c'est quand même considérable d'avoir 28% d'administratifs dans un pays quel qu'il soit. Moi, j'ai regardé à la PHP, et tous les CHU ont fait pareil. Donc j'ai regardé combien on a de professionnels qui sont ni médecins, ni soignants. Ouais. Infirmiers, soignants, kinés, machin. J'en ai à la P 28%, et pas 38%. Mais de qui on parle ? Comme en Allemagne, alors. De qui on parle dans les 28% ? J'ai tous les manip radio qui font, qui font faire les IRM et les scanners. C'est plutôt des soignants. J'ai les brancardiers, j'ai les techniciens de laboratoire, j'ai les assistantes sociales. Personne ne va me dire qu'elles ne sont pas... J'ai tous les techniciens de recherche qui aident les projets de recherche. J'ai les secrétaires médicales dans les services. Quel chef de service va me dire que pour lutter contre la suradministration, on va supprimer les secrétaires médicales? J'ai la filière numérique qui essaie de faire tourner le système d'information de la paix et venir en soutien en local. Et donc, quand je prends, à la fin, tout ça, il reste combien? Les vrais administratifs. Il reste combien? Les vrais administratifs, c'est les gens qui font la facturation, les admissions, la paye, les RH, les achats, les directions. Je suis à 6,4%.
6,4%. On peut dire que c'est trop, hein. Non, par rapport à l'entreprise, c'est... Je pense que c'est pas comparable, on n'est pas sur la même chose. Mais quand on est à 6,4% d'administratif, c'est donc pas on va pas dire qu'on est dans pas un gros poste. C'est pas un gros poste d'économie. On est d'accord. Peut-on défendre l'hôpital public sans défendre partout le même hôpital? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des maternités qu'on ferme et tout ça. Je pense qu'on doit, et c'est un des problèmes qu'on a dans le débat politique, réussir à faire passer l'idée qu'il n'est pas vrai que nous pourrons maintenir la même offre médicale, avec le même éventail de spécialités, la même qualité de soins, partout sur le territoire, dans une situation où la France compte aujourd'hui beaucoup plus d'établissements, et d'établissements de petite taille, que tous les pays européens autour de nous. Voilà. Je pense que ça, c'est une illusion. Et je pense que ça n'est pas, en réalité, un pari sur la qualité des soins et sur la bonne prise en charge des patients. La difficulté qu'on a, c'est expliquer ça sur un territoire, on va dire... Ouais, on va fermer, peut-être pas tout l'hôpital, mais on va... Parce qu'il est plus sûr ailleurs. Parce que sur une activité très technique, très spécialisée, il vaut mieux que ce soit fait dans un hôpital où il y aura plus d'activité et plus d'expertise et plus de qualité. C'est très compliqué à faire passer. Pourtant, tous les ans, on a le succès du classement du point qui donne les... Oui, mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, essayer de faire en sorte qu'on arrive à arrêter des activités sous critique en France, c'est compliqué. Prenez les seuils sur la cancérologie. Pendant très longtemps, la France a autorisé de la chirurgie du sein dans des services qui faisaient, c'était le seuil, 30 opérations par an. En Allemagne, depuis toujours, c'est 120 opérations par an. Et quand on regardait en France, on en avait un paquet qui était donc autorisé en disant j'en fais 30 et qui en fait en faisait absolument pas 30 mais beaucoup moins. Et quand on a regardé, bon, c'était dans mes années à la CNAM, quelle était en gros la perte de chance pour des patientes qui rentraient dans le système dans ces établissements-là, il était massif par rapport au fait d'être pris en charge dans des établissements qui ont une très grosse activité, une très bonne, haute qualité. Donc il faut qu'on arrive à affronter ce sujet. Mais pour l'affronter, on ne peut pas dire à des populations dans le territoire, bah, écoutez, on ferme et il n'y aura rien. Vous aurez peut-être un EHPAD, on va vous faire un EHPAD. On va vous faire un SMR gériatrique, ça va être formidable. Il faut qu'on arrive à leur amener de l'offre de soins aussi. Il y a aussi une et donc il faut que les CHU, et je pense que ça doit concerner aussi tous les médecins spécialistes, doivent demain, et c'est pas un truc pour moi qui relève du volontariat, mais qui doit être obligatoire, on doit organiser, de dire, les trucs lourds, complexes, on les fera dans des plateaux techniques. Là où on les enverra le faire. Mais pour pouvoir accéder à une consultation, à un examen simple, il faut aussi que les médecins qui sont de plus en plus à s'installer dans les grandes métropoles soient obligés d'aller 2-3 jours par mois faire des consultations avancées, des examens, là où il y a des besoins, et on mettra évidemment les équipements qu'il faut, et de le faire, évidemment, à tarif opposé. Ça, pardon, je pense que on est beaucoup sur le sujet de la coercition, en disant qu'il faut absolument obliger les cardiologues et les neurologues à aller s'installer dans les déserts médicaux. Ça n'existe pas, et ça n'est pas une bonne idée de le faire. Mais de dire qu'on veut s'installer au centre-ville de Toulouse ou de Paris... Mais on sera obligé d'aller... Mais on doit, pendant une dizaine d'années dans sa vie, aller faire des consultations avancées. Vous allez être populaire comme ministre mais je pense de la Santé. Non, mais parce que je veux dire... Non, mais ce que je veux dire... idiote. Mais quand je parle de ça avec des syndicats, des présidents de syndicats libéraux les yeux dans les yeux, ils me disent, ça c'est acceptable. Ils sont d'accord. Ce qui n'est pas acceptable, c'est la coercition sur l'installation principale. Je suis d'accord. Mais si on veut continuer à s'installer où on veut, il faut accepter qu'on puisse offrir de l'offre de soins. Les patrons des hôpitaux, qui sont généralement les maires des communes, vous croyez qu'ils vont être contents que plein de choses ne se fassent plus chez eux? Il y a une absence de courage sur les politiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ce qui compte, si on dit une population, on ferme une partie de votre hôpital où il y avait une sorte de service de chirurgie générale qui faisait un peu de tout, machin, etc., où il y avait un bout de service de cardiologie, bah vous dites, mais c'est terrible, je vais devoir faire 70 km. Bon, bah, tout le monde est contre. Si on leur dit, il n'y a aucun problème. Si vous devez faire un truc compliqué, ça sera à 70 km. Mais vous aurez des consultations avec un cardiologue qui va venir dans votre hôpital local faire des consultes. Vous rentrez dans le système de santé. On arrive à la fin bientôt de cette émission. Comment faire éviter que la réforme soit comprise comme une fermeture déguisée?
ce que vous proposez. Exactement ce que je viens de dire là. Et moi, je crois à une deuxième chose, qui est une deuxième obsession que je porte de texte en texte, c'est que le deuxième enjeu, c'est rentrer dans le système par un diagnostic, une consultation, mais c'est ensuite le suivi des patients chroniques. On a aujourd'hui 25 millions de patients chroniques, c'est le cœur de notre sujet de santé dans les décennies à venir. Et aujourd'hui, on est un pays où, en fait, on sait très bien soigner un patient chronique dans une phase aiguë. Souvent à l'hôpital, on y met beaucoup de moyens, on a une médecine très intensive, en volume de soins, et c'est très bien. Mais une fois que le patient est remis sur pied, il sort. Et on dégage des chroniques dans la nature. On dégage des chroniques dans la nature. Bizarrement, quand il revient en réhospitalisation, une fois, 2 fois, 3 fois. Pourquoi? Parce que quand il part, qui le suit? Alors, en France, on pense que être suivi, c'est aller voir son médecin généraliste ou son cardiologue une fois tous les 3-4 mois. Mais en réalité, aujourd'hui, on a des moyens, si on veut les mettre en place, qui pourraient faire, on devrait faire beaucoup mieux. On a des solutions numériques, des objets connectés, des infirmières qu'on peut spécialiser précisément dans le suivi à distance, et ensuite de détecter les premiers signaux d'une dégradation, d'une décompensation, et intervenir tout de suite pour éviter que 2, 3, 4 semaines plus tard, la personne arrive aux urgences. Nous, on l'a testé à l'AP depuis maintenant 4 ans sur l'insuffisance cardiaque sévère, avec des résultats sur les réhospitalisations spectaculaires, des baisses de dépenses par patient dans l'année. Et nous sommes en train, nous, à l'AP, de travailler, d'ailleurs avec le ministère, à la demande du ministère, sur comment, à partir de cet exemple sur l'insuffisance cardiaque sévère, le faire sur le diabète, le faire en rhumato, sur les fractures ostéoporotiques, le faire sur les troubles du rythme, le faire sur toute une série de pathologies chroniques. Et je suis convaincu que ça s'appelle la prévention tertiaire, que cette approche-là, sur laquelle il faut trouver le qui fait quoi entre la ville et l'hôpital, pour pas qu'on déclenche les guéguerres de territoire, parce qu'on aura besoin de tout le monde et que ça travaille ensemble. Ce chantier-là, d'ailleurs, je pense que tous les pays aujourd'hui sont totalement là-dessus pour essayer d'avancer. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir prendre et supporter la vague démographique et épidémiologique qui arrive. Dernière question, ce qui me concerne, et on demandera aussi une conclusion à Jean-François Bergmann. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est votre meilleur allié? L'intelligence artificielle, elle se déploie de manière tout à fait rapide sur plutôt des éléments de diagnostic aujourd'hui. Oui. Voilà, donc je pense que ça va être évidemment, là, dans les prochaines années, quelque chose qui va nous faire gagner du temps. Enfin, nous, c'est beaucoup les médecins, en fait, en réalité, gagner en sécurité. Voilà, après, et peut-être que nous aurons, nous, des capacités de pouvoir améliorer nos process administratifs en essayant de gagner, évidemment, en efficacité. Après, je fais partie, en tant que citoyen, de ceux qui s'interrogent sur ce que va être l'impact à moyen long terme de l'IA sur la manière dont on va exercer la médecine. Tous les métiers. En France, et comment les médecins seront encore en capacité d'être aussi, je dirais, en capacité de porter eux-mêmes une qualité de diagnostic quand ils auront été eux-mêmes formés à l'IA. Je pense que j'ai aucun problème sur la génération actuelle qui saura faire l'équilibre entre l'IA et la clinique habituelle. Dans 20-30 ans, j'ai une vraie interrogation. Conclusion courte. Courte, non. Je suis content. Tout ce qui a été dit sur la structure, les progrès, ça me va bien simplement, l'hôpital, la région. Je reste un peu frustré sur les problèmes de l'équité parce que j'ai pas encore bien compris comment on allait faire pour... C'est pas une question de formation, bien sûr qu'il faut les former, c'est une question, il y a des postes où on travaille moins que d'autres. Il veut dire les infirmières qui foutent rien, mais ça, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous le répétez sans arrêt. Pour finir, bah oui, mais c'est grave, parce que c'est la première plainte de celle qui bosse, c'est de dire pourquoi ma copine, elle bosse pas. Et le dernier point qu'on n'a pas évoqué, et qui revient souvent, l'impression de se sentir humainement, éthiquement soutenu. Et ça, c'est vraiment important. On l'a pas évoqué. Vous avez fait part du programme de l'école de formation des cadres, qui est très technico-réglementaire, managérial, économique. Comment faire pour que ce personnel se sente dans une ambiance favorable? Non, mais je pense que votre point là-dessus. Non, mais votre point est hyper important. Après, vous le savez, c'est pas facile à faire. Enfin, c'est de l'humain.
Et on peut, nous, moi, en tant que directeur général, essayer de m'exprimer. Mais enfin, ça se joue aussi dans la proximité, les relations, la manière dont le chef de service, le cadre, le directeur du site. Et je pense qu'on a un travail collectif à faire autour de ça. J'en suis convaincu. Bon, en dehors de ce problème-là, 1 minute pour conclure. Vous me donnez rendez-vous dans combien de temps? Non, mais je pense... À chaque fois, vous terminez les émissions en me disant on en reparle la prochaine fois. Si vous m'invitez, vous me dites à chaque fois. Chaque fois, vous voyez. Donc mais vous, pour vous, la prochaine échéance, c'est quand? Je pense qu'on a besoin, on le voit bien, de repartir sur une vision stratégique, une perspective. Voilà. Avant les élections, après les élections du président? Je pense que de toute façon, on est dans un pays démocratique. Évidemment, on a besoin d'avoir un cadre politique et ensuite une action publique collective. Et donc, je crois beaucoup à l'importance de pouvoir poser une stratégie, c'est d'embarquer l'ensemble des acteurs et de se donner un peu de temps pour avancer. On a, je pense, à la suite du Covid, tout ce qui s'est passé depuis quelques années, manqué de cela, avec en plus des turbulences économiques. Et votre rapport a suscité des réactions partout c'est une grosse note d'une 40aine de pages, mais, quand même, oui. mais qui a été lue, mais qui... voilà, enfin... De toute façon, moi, j'ai indiqué, en fait, dans ce rapport, que c'est une contribution. Et quelque part, je le fais pour que d'autres, d'ailleurs, écrivent eux-mêmes. Je conclus comme ça. C'est fait pour susciter du débat, susciter des contributions. On a besoin de faire vivre des sujets de santé. Et donc, que d'autres prennent la plume et essayent de... Et amènent autre chose, parlent d'autre chose, ou contredisent en disant c'est pas comme ça qu'il faut faire. On a besoin d'en parler. Merci Nicolas Revel, c'est toujours vivifiant de vous avoir à cette émission. Jean-François Bergmann, j'espère que vous avez pu vous dire tout ce que vous aviez à dire. On se retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien.